Merci d'accueillir Nicolas Blasco pour la conférence Smart Home Dumb Security. C'est la première fois que je vois cette scène, elle est incroyable. Non, sérieusement, j'ai la lourde tâche de faire la dernière conférence. Je pense que vous êtes un petit peu fatigués aussi. Vous avez entendu beaucoup de choses aujourd'hui, donc on va essayer de garder un ton qui est sympa. Par contre, je vais quand même vous casser le cerveau un petit peu. On va sortir un petit peu de tout ce qui est IA. J'ai 30 ans. Je m'appelle Nicolas Blasco. Et qu'est-ce qu'on fait à 30 ans? Un quoi? On achète une baraque, effectivement. Donc ça, c'est moi. C'est... Ouais. J'ai un autre problème aussi, c'est que du coup, mon métier, à la base, c'est pentester, c'est pas que faire des fakes, faire de l'IA ou faire de l'OSINT. Et on a un souci souvent en pentest, c'est dur de casser des réseaux Wi-Fi. Petite question, qui a déjà essayé de péter un réseau Wi-Fi en WPA2? Laissez la main en haut, qui a déjà essayé de péter parmi ces réseaux Wi-Fi? C'était votre réseau Wi-Fi ou c'était le réseau Wi-Fi de votre voisin? Ceux pour qui c'était le réseau Wi-Fi de votre voisin, vous baissez la main. Wi-Fi du voisin, baissez la main, ou votre réseau Wi-Fi, vous levez la main. Les pas gentils, baisse ta main. Toi, t'as fait des bêtises, toi. Non, c'est bien. Ceux qui ont gardé la main en l'air, c'est que vous avez essayé de taper votre réseau Wi-Fi, donc du coup, vous êtes resté éthique, c'est cool. Les autres, c'est pas bien. C'est pas ça le sujet, c'était juste pour voir rapido, mais bon, c'est une fin de journée. Si vous voulez, il y a un bon avocat qu'on connaît. Non, pour ceux qui ont essayé de casser des réseaux Wi-Fi, vous êtes peut-être rendu compte que c'était assez facile de le faire en conditions de lab. Quand vous connaissiez le mot de passe, vous faisiez une attaque sur le four-way handshake, vous récupérez les différents échanges, vous avez une attaque par brute force. Félicitations, vous avez le mot de passe. Le problème qu'il y a, c'est que dès qu'on commence à arriver à 14 caractères, on se rend compte sur les benchmarks que ça va être très compliqué. 14 caractères, honnêtement, c'est mort, vous ne le pèterez pas. Alors, à moins de louer des serveurs qui sont bien vénères, ou de connaître un peu le mot de passe, vous ne le pèterez pas. Point barre. Ça prendra un peu de temps, mais bon. Maintenant, en entreprise, on a de plus en plus du WPA3. Bonne nouvelle, beaucoup d'entreprises commencent à implémenter le WPA3, mais en transient mode, ça veut dire qu'on downgrade, on peut downgrade en WPA2 si le client ne le supporte pas. Voilà. Si on a qu'à installer le WPA3, c'est sûr que vous l'avez mis en mode transient, c'est normal. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait quand on veut attaquer le WPA3? Eh bien, on le downgrade en WPA2. Sauf que si le mot de passe fait plus de 14 caractères, on ne fait rien. Autre type de WPA qui est quand même plus intégré dans les entreprises, c'est ce qu'on appelle le WPA de Enterprise avec le 802.1x. Là, on va être sur de l'authentification via des certificats ou via des couples identifiés en mot de passe. On est encore sur un autre type d'attaque, j'en parlerai pas aujourd'hui. Et autre sujet, c'est les Wi-Fi Open. Alors, je sais qu'il y a des questions qui reviennent assez souvent, c'est mais le Wi-Fi Open, est-ce que du coup on écoute tout en clair? La réponse est oui. Si vous avez un Wi-Fi qui est ouvert, comme celui de Wi-Fi public, je ne vous ai pas douillé. Je vous le dis quand même. Comme le Wi-Fi public auquel vous êtes connecté, le trafic est en clair. Il suffit de se mettre avec une carte réseau qui est en mode promiscuous et on verra tous les paquets passer sans couche de chiffrement supplémentaire. Bonne nouvelle, la plupart des périphériques, des trucs sont en HTTPS maintenant. Donc il y a quand même une couche de chiffrement qui est mise en plus. Donc pour répondre à NordVPN, effectivement, ils ont raison sur les Wi-Fi publics. Il vaut mieux quand même se mettre un petit VPN au cas où. Mais allez pas chez NordVPN. Oh putain, c'est enregistré. On coupera ça. Ou alors vous prendrez mon code promo. Donc revenons à Nico. J'ai un problème, c'est que je ne suis pas capable de casser des Wi-Fi qui vont plus de 14 caractères. J'ai un truc, j'ai acheté une maison, c'est super. Quelle première chose vous faites quand vous achetez une baraque et que vous êtes un gros geek? J'ai entendu des serveurs, j'ai entendu des choses. Moi, j'ai acheté de la domotique dans tous les sens. Honnêtement, je suis passé de ça à ça. Au grand désarroi de ma copine, il y a des néons partout dans l'appart. Il y a des lumières connectées partout dans l'appart. Il y a un robot aspirateur, c'est génial. Des prises connectées quand je ne pouvais pas connecter, parce que l'électricité, c'est compliqué. Donc mon appart ressemble à ça maintenant. Et ça, pour info, ça s'appelle de l'in-painting. C'est très facile à faire. Quand j'ai commencé à connecter les différentes prises connectées, donc j'ai acheté plusieurs types de modèles. J'ai acheté pas du Philips Hue parce que Philips Hue, pour ceux qui connaissent, 60 balles les 2 ampoules. Ça fait cher. J'ai acheté un peu de tout. J'ai acheté du Tuya, j'ai acheté différents modèles et je me suis posé une question. Je me suis dit, mais putain, tous les périphériques Wi-Fi que j'achète, c'est rigolo. Je dois aller sur l'application et
j'envoie mon mot de passe Wi-Fi pour qu'il se connecte. Mais comment ça se passe? Comment est-ce que mon périphérique connecté, il reçoit mon mot de passe Wi-Fi? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une bêtise? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir comment est-ce qu'on peut faire pour intercepter un mot de passe Wi-Fi depuis une prise connectée, juste en étant en mode écoute. Donc, comment est-ce qu'on peut péter votre réseau Wi-Fi à cause de votre domotique qui est pourri? En résumé. Pour ceux qui ont fait de la domotique, vous le savez, c'est le bordel. Il y a énormément de fournisseurs, on rentre dans ce domaine-là, il y a énormément de protocoles, on ne sait pas trop où se mettre. J'en ai listé quelques-uns, pas du plus cher au moins cher, coucou Philips. On a du Philips, on a du Xiaomi, on a du Sonoff, du Govee, du Aqara, du Netatmo, du Schneider aussi qui s'est mis dessus, du Somfy. Schneider et Somfy, c'est pas les moins chers. Vous verrez que le prix a une importance. Moi, je me suis intéressé à un type de périphérique en particulier, quelque chose qui s'appelle des périphériques Tuya. Ce qu'il faut comprendre avec Tuya, en fait, c'est que c'est une entreprise qui a lancé un espèce de framework, et en fait, la plupart des périphériques domotiques qui sont plus ou moins chers, ils sont basés sur du Tuya. Si vous achetez du Konix, par exemple, qui est une marque française qui est à Toulouse, c'est du Tuya. Gosound, c'est du Tuya, c'est dispo sur Amazon. Tout ce qui tourne sur Smart Life, c'est du Tuya. Antella aussi, Tongyo et Lidl. Lidl, c'est du Tuya. C'est tous la même base. Et ça, c'est important. Si on arrive à péter un truc où c'est tous la même base, bon, bah, c'est gratos pour le reste. Attention Lidl, quand même, je les sors un petit peu du lot parce qu'ils sont essentiellement sur du Zigbee, pas sur du Wi-Fi. Ils vendent que des produits Zigbee. Fin de l'histoire, je peux rien faire pour l'instant. C'était pas mon sujet. On va se concentrer sur déjà deux types de prises. Donc ça, c'est une prise Gosound qui est encore en vente sur Amazon et vous verrez, c'est important pour la suite. Et une prise Xiaomi Mi que j'ai achetée à la Fnac il y a il y a une semaine à peu près. Et je me suis intéressé à mon aspirateur robot, mais vous verrez après. Pour résumer, il y a deux grands modes d'appairage. Après, il y a d'autres types de modes d'appairage, mais je reviendrai dessus. Quand vous voulez connecter votre prise, vous avez soit la LED qui clignote très lentement, soit la LED qui clignote très vite. Tous ceux qui ont branché la domotique, vous le savez déjà. Vous voyez très bien ce truc de LED qui clignote vite, c'est bon, je peux y aller. Quand vous êtes en mode clignotement rapide, en mode configuration avec un clignotement rapide, vous êtes ce qu'on appelle le Easy Mode. Très simple. C'est simple, vous faites le truc, c'est censé marcher, ça marche jamais, c'est incroyable, ça n'a rien d'easy. C'est dérivé pour info d'un truc qui s'appelle le Smart Config sur le ESP32. Je vous place ça, vous ferez des recherches, c'est toujours intéressant. L'autre mode aussi qui n'est pas souvent suivi par défaut, c'est l'AP mode. En fait, votre prise, elle va se mettre à émettre un point d'accès Wi-Fi. Et vous allez vous connecter à ce point d'accès Wi-Fi qui est ouvert. On rebondit sur ce que je disais au début. Point d'accès Wi-Fi qui est ouvert, sur lequel vous allez vous connecter, et ensuite il va se passer quelque chose pour peut-être recevoir des identifiants. Et c'est comme ça qu'on échange les clés. Il y en a d'autres, mais je me suis concentré sur ceux-là, et c'est les plus vulnérables. Et ce que vous allez voir, c'est des vulnérabilités. Commençons par l'Easy Mode, et là, je sais que c'est la fin de journée, mais on va y arriver. Donc, vous voulez reverse comprendre comment ça fonctionne, ce Easy Mode, vous allez forcément sur la doc de Tuya. C'est logique. C'est du Tuya, on va aller voir le constructeur, et vous arrivez sur cette espèce de machine horrible là. Et quand vous le lisez, vous disez, bah, c'est facile en fait, il se connecte au Wi-Fi ou à un routeur, on a l'application qui récupère un token, le SDK il fait des trucs, il l'envoie au service, blablabla, et là on a un gros carré, Broadcast Configuration Data. À comprendre, ça envoie, démerde-toi, t'inquiète. Donc, moi je suis pas très intelligent, j'ai fait un schéma. Qu'est-ce qui se passe en réalité avec le téléphone quand vous êtes en mode Easy Mode, et c'est là où c'est vraiment cool à connaître et à comprendre. Vous avez peut-être déjà remarqué, mais quand vous faites la configuration, votre téléphone il dit « rapprochez-vous du routeur avec votre périphérique ». Sauf que c'est con, je suis avec mon téléphone il envoie à la prise connectée, pourquoi j'ai besoin de me rapprocher du routeur? Ben parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que votre téléphone il est connecté à votre réseau Wi-Fi. On va imaginer le réseau Wi-Fi SICOM. Et lui, il va envoyer des frames en broadcast sur son réseau Wi-Fi, et c'est la box ensuite qui va les relayer de partout, pour qu'on puisse les entendre. Sauf que pour ceux qui suivent un petit peu, vous êtes en WPA2, donc le trafic est chiffré, donc le trafic qui est émis en dehors de la box est un trafic qui est chiffré. Donc du coup, comment est-ce que mes ampoules ou mes lampes sont capables de comprendre un trafic chiffré, puisqu'elles ne sont pas encore sur le réseau? Donc, on est sur un truc, en fait, où on arrive à faire de la configuration depuis un trafic chiffré sans pour autant connaître la clé.
Et là, normalement, vous commencez à vous dire, c'est quoi la douille? Alors la douille, elle est rigolote. C'est que si vous vous mettez avec une carte type carte alpha, et que vous analysez les paquets qui passent en broadcast, qui sont chiffrés, vous allez peut-être vous rendre compte de quelque chose. Il y a des tailles qui sont cheloues. Vous y arrivez petit à petit ou pas? Non? C'est très facile. En fait, ce qui se passe, c'est que l'information est contenue dans la taille des paquets. La prise ne connaît pas le mot de passe, la prise ne fait qu'écouter en mode promiscuous, écouter les ondes, regarder la taille des paquets, et quand il voit une certaine séquence, il dit « Oh putain, c'est pour moi ». Pour info, c'est pas si facile à comprendre que ça. Il faut savoir qu'ils appliquent un offset qui dépend des prises. Donc on va appliquer un décalage. Et vous voyez, c'est une fois l'offset retiré, on est sur 1, 3, 6, 10. Donc la prise, dès qu'elle voit une variante 1, 3, 6, 10, elle sait qu'elle est en mode « Ok, on cherche à s'appairer à moi ». Donc elle écoute le reste des paquets. Et ben, après, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on continue. On analyse tous les autres paquets, on a compris que c'était la taille. Et on n'a plus qu'à analyser la taille. Problème, pour ceux qui ont fait un petit peu de Wi-Fi, faire ça, c'est pas méga stable. Donc ce qui se passe en fait, c'est que le périphérique, donc le téléphone, il fait 140 itérations. Il fait ça 140 fois. À envoyer l'entête et à envoyer le body avec la taille. Sauf que c'est le bordel. Parce que des fois, ils envoient dans le bon sens, des fois, ils envoient dans le mauvais sens. C'est logique, il peut y avoir un peu de latence où la box se retrouve à réémettre des paquets dans le mauvais sens. D'où le fait qu'on le fait millions de fois. Ça marche jamais, ce truc EasyMode. Chez Touya, ils sont pas trop bêtes. Vous, vous doutez quand même qu'ils ont un petit peu bossé. Et là, ça va être compliqué. Ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont fait un espèce d'algorithme d'encodage un peu tiré par les cheveux pour éviter que quelqu'un les reverse. Gros avantage avec la domotique, c'est que c'est quand même une méga communauté, donc il y a déjà des mecs qui sont pris le chou à faire l'encodage. Bah, moi, j'ai pris leur système d'encodage, je l'ai décodé. Voilà, ça marche. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout plein de paquets, donc on va lire la taille de tout plein de paquets, et derrière, on va les mettre les uns après les autres. Alors, bien entendu, il y a un CRC pour savoir si notre frame, elle est valide ou pas, mais en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on prend tous les paquets, on fait des petits paquets de 6 par rapport à ça, on fait des chunks. Le premier chiffre correspond à un CRC pour savoir si notre chunk est valide ou non. Le deuxième correspond à un numéro de séquence. Pour ceux qui regardent bien, vous avez vu 128, 129, 130, 131, 100 machin. Eh bien, on retire juste un petit peu et on aura 0, 1, 2, 3, 4. Donc, premier, il ne sert à rien. Deuxième, il ne sert à pas à grand-chose. Le troisième, quatrième, cinquième, sixième colonne, c'est là où il y a la donnée. Ben, une fois qu'on a compris ça, on est bon, hein. On fait un petit peu de magie, on vient retirer un autre padding, alors ça je vous passe les détails, mais en fait il faut retirer 256, parce qu'en gros ils ont mis 256 dans l'application, blablabla, on s'en fout. Donc on se retrouve avec des chunks qui sont décodés, 0, 8, 103, 111, 111, et ça en hexadécimal, en fait ça donne juste un caractère. Facile. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est qu'en gros ce qui se passe, c'est que votre mot de passe Wi-Fi transite de manière chiffrée sur les ondes, mais en réalité, il est encodé dans la taille des paquets. On n'est pas venu réappliquer une couche de chiffrement par-dessus par sécurité, on est juste venu appliquer un espèce de vieux décalage un peu cryptique en mode chiffrement de César avec l'attaque au sol, et t'inquiète, c'est robuste. Vous vous doutez que je m'amuse pas à faire ça à la main, parce que ça, déjà, juste pour faire le découpage, ça m'a saoulé, ça m'a pris une demi-heure. Du coup, j'ai fait un script pour ça. Hop. J'ai récupéré une capture où j'étais tranquillement en mode promiscuous sur une prise Konix, mais on reviendra dessus, il ne faut pas non plus leur taper dessus. Impeccable avec tout plein de data, avec tous les réseaux Wi-Fi de mes voisins et tout ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Paf! Vous avez ici le mot de passe qui apparaît directement, avec le SSID, le token en plus secret de la prise, et le token L secret. Ça, en théorie, si j'intercepte, je peux enregistrer un faux device dans le cloud de Touya. Donc je peux voler votre mot de passe Wi-Fi, et en plus de ça, enregistrer un faux device dans votre cloud. À quoi ça sert? Je n'ai pas encore trouvé d'attaque. Mais vous avez l'info, à vous de jouer. C'est pas si facile. Vous voyez, il y a beaucoup de déchets au-dessus. C'est parce que moi, les déchets, je les traite quand même. Dans le sens où, même si j'ai une information qui est incomplète, je la veux, cette information.
Ça me permettra de capturer au moins le mot de passe, au moins le Wi-Fi ou au moins le token. Je me tâte à rendre le code open source. Résumé, il y a déjà des infos sur Internet de toute façon. Donc le périph', je vous fais un résumé pour ceux qui n'ont pas tout suivi. En mode easy, c'est très simple. Vous avez un périphérique Touya type prise connectée qui écoute tous les réseaux. Il écoute tranquillement. Quand il détecte une suite de paquets, 1, 3, 6, 10, qui sont contenus dans la taille de la requête, eh bien, il passe en mode association. Hello, on veut se connecter chez moi. Il regarde une en-tête que je vous ai passée, on s'en fout. Et ensuite, il reçoit un body, sous la même forme, des tailles de paquets. Moyenne de coupe en bloc de 6 octets. On applique une petite conversion pour retirer l'offset. On a le CRC aussi qui est pour vérifier l'intégrité parce que le protocole est pourri. Et une fois qu'on a ça, on a juste à prendre le caractère hexadécimal, on le convertit en lettres, on a votre mot de passe Wi-Fi. Plutôt simple. Autre mode, c'est le mode AP. Donc là, c'est le mode AP, vous vous rappelez, on arrive sur un mode AP, c'est un Wi-Fi qui est ouvert. Wi-Fi qui est ouvert, il n'y a pas de chiffrement. En théorie, c'est gratuit, donc j'ai testé avec 2 prises, une prise Gosound et une prise Konix. Wi-Fi ouvert égale écoute gratuite. Ok, sauf que non. C'est moi derrière. Chez Touya, ils n'ont pas été trop bêtes. Ils ont quand même rechiffré par-dessus les paquets. Donc oui, ça passe en clair dans les ondes, mais d'un point de vue purement protocolaire, c'est rechiffré par-dessus, d'un point de vue applicatif, pardon. Donc on ne peut rien faire le temps qu'on n'a pas la clé. Mais du coup, je retourne à ça. C'est l'autre mode. Et on retombe sur la même doc. Et là, ils sont sympas chez Touya. On a le même truc et ils disent « Parse and decrypt, démerde-toi ». Et effectivement, c'est complexe de savoir ce qui est fait. On sait qui parse, on sait qui déchiffre, mais on ne sait pas trop plus. Il y a quelques documentations, sur cette version, il n'y a pas grand-chose. Ce que j'ai pu en déduire, c'est que quand on arrive et qu'on se connecte, notre application va lancer sur le réseau Wi-Fi un paquet 7000 qui est en AES GCM. Alors, je suis expert en AES. Je ne sais pas si ça me servira à quelque chose dans la vie, mais c'est cool. En AES GCM avec une clé qui est déjà connue, qui a déjà été reverse par des gens qui faisaient de la domotique. C'est génial, j'étais super content, j'ai vu mon paquet. Le seul truc que fait le paquet, c'est de dire « Bonjour, je suis là, je suis à cette adresse IP, moi téléphone ». Ça ne sert à rien. Et après, il envoie tout plein de paquets en 6669, qui là est de l'AES ECB, avec une clé qui était connue à l'époque, mais qui n'est pas sur la dernière version de Touya, donc ils ont fait des choses. Pour moi, je voulais faire sans reverse. Pour moi, ils ont fait de la magie. On sait que la clé est échangée à un moment. La clé est forcément échangée par le téléphone ou connue par la prise. Je n'ai pas réussi à la trouver. J'ai passé 4 nuits à chercher en me disant je ne ferai pas de reverse, je ne ferai pas de reverse, je ne ferai pas de reverse, je ne ferai pas de reverse. Je n'ai pas trouvé. Sauf que il y a un mode AP qui est émis. Qu'est-ce qui se passe si j'ai moi-même mon propre réseau Wi-Fi ouvert avec le même nom que la prise? C'était pas le but à la base, c'est juste de faire un test. Ce qui se passe, c'est que le téléphone il envoie le mot de passe en clair. Ce qui me rassure dans le fait d'ailleurs qu'il se passe une magie que je n'ai pas trouvée, dans lequel à un moment le périphérique dit « Hello, connecte-toi avec moi de manière chiffrée ». Je n'ai toujours pas trouvé la magie, si quelqu'un a l'idée, je suis preneur. Il fallait que je dorme. Donc là c'est cool. On sait que si on émet le réseau Wi-Fi, le téléphone va se connecter chez nous. Je l'adore celui-là. Le problème qu'il y a, c'est qu'on est tous d'accord pour dire « t'es sympa Nico », mais si moi je commence à configurer ma prise domotique, je vais me rapprocher de la prise domotique, et toi avec ta petite antenne alpha à 30 balles, tu vas rien faire, dans tous les cas tu parleras moins fort que moi. Ça semble logique, hein. En Wi-Fi, c'est celui qui parle le plus fort et qui est le plus près de l'antenne. Votre téléphone, il va choisir la meilleure antenne, c'est normal, c'est ce qu'on lui demande. Oui, vous avez raison, vous êtes des génies. J'y ai pas pensé au début, c'est pour ça que je dis ça. Sauf que, revenons à ce truc-là. Quand on regarde de près, quand la prise a réussi à se connecter, a réussi à récupérer la configuration Wi-Fi, elle s'éteint. Elle s'éteint, la prise, elle redémarre, et ensuite elle se connecte au cloud pour lui dire « c'est bon, j'ai fini de me configurer ». Donc qu'est-ce qui se passe dans l'application? L'application, elle ne sait pas pendant quelques secondes que la prise s'est éteinte et que du coup le vrai réseau Wi-Fi a arrêté d'émettre. Du coup, forcément, elle se déconnecte du réseau Wi-Fi qui s'est éteint,
et elle se connecte au mien. Et c'est là où c'est magique. C'est ce que vous voyez en haut, c'est les toutes premières vraies frames de configuration qui sont chiffrées sur lesquelles je peux rien faire. Et juste en dessous, c'est quand le périphérique s'est éteint, félicitations, votre téléphone il s'est connecté chez moi. Et il s'est mis à envoyer en clair. On n'a plus besoin de parler plus fort que la prise, puisque dans tous les cas, il n'y a plus la prise, elle s'est éteinte elle-même. Voilà. Arrêtez de chercher les clés de chiffrement, quand vous pouvez avoir des concepts comme ça qui sont trop cons. Non, par contre, si vous les avez, ça m'intéresse vraiment. Vous avez compris ça? On n'est pas quand même sur du hacking de haut vol. On est juste sur prendre un hotspot, venir émettre un faux réseau SSID, attendre qu'il y ait un mec qui reçoive sa prise, attendre qu'il se connecte chez nous quand elle arrive. Je l'ai automatisé d'ailleurs, un petit périphérique ESP32. Ça recherche les réseaux Wi-Fi, quand ça voit du Smart Live, des trucs comme ça, ça se met à émettre le réseau Wi-Fi et puis c'est parti. Là, il est 3h du mat, pour info. Et je me dis, en vrai, on ne ferait pas Xiaomi rapido. Ça a été plus rapide que ce que je pensais. J'ai voulu regarder comment ça marchait le mode AP avec Xiaomi parce que je me suis dit, en vrai, j'ai pas eu de chance sur le Tuya, j'ai pas réussi à trouver les clés. Peut-être qu'avec Xiaomi, j'aurais plus de chance, peut-être que ça a été plus documenté, peut-être que je le verrai en fait, ce qui se passe. Et je l'ai vu, du coup. Ce qu'il faut savoir avec Xiaomi, quand vous êtes en mode AP, vous allez tout simplement faire pareil, émettre un réseau Wi-Fi, et quand votre téléphone va arriver, il va émettre un premier petit paquet, pardon, votre prise va émettre un premier paquet sur le port 54321, on s'en fout. Et vous allez avoir tout un champ de data ici. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les derniers bytes de ce champ de data, c'est l'ID de votre device. C'est logique. Vous arrivez sur un réseau, votre device il est sympa, il vous envoie son ID, ça va permettre de négocier derrière les différents trucs avec le cloud de Xiaomi. Donc c'est ce qu'on appelle le token. J'ai fait un script pour ça aussi. Et ensuite, on a des paquets qui passent que je ne comprends pas. Ça fait quand même plusieurs jours que je bosse sur l'AES, et je me dis, allez, on va tester. Je prends tous les paquets que je ne comprends pas, et je me dis, bon, l'AES c'est assez facile, on va avoir une clé, le mode d'AES utilisé, et potentiellement des vecteurs d'initialisation en fonction si c'est du CBC, de l'ECB ou du GCM. Donc moi, je me dis cette fonction de chiffrement, je me dis, vas-y, on va tenter de déchiffrer comme ça, on verra ce qui se passe. Ça marche pas. Et je me dis, on va tenter autre chose. Et si le vecteur d'initialisation, c'était le token aussi? Bah ça marchait. Donc je reprends le process. Vous attendez juste qu'un périphérique, alors on reviendra après quand même pour pas cracher trop sur Xiaomi, ils font du bon boulot. Vous attendez juste sur le réseau, vous écoutez tranquillement, vous attendez que quelqu'un se connecte, vous récupérez le paquet, c'est normal, c'est sur un Wi-Fi open, vous récupérez les derniers bytes qui correspondent au token du périphérique, vous les gardez, vous attendez de voir tous les autres paquets qui passent avec la configuration, et vous déchiffrez avec le token que vous venez de récupérer. Félicitations, vous avez volé le mot de passe de quelqu'un, même si son mot de passe faisait 25 caractères. J'ai testé plusieurs types de prises. Alors j'ai pas pu tout les tester, il y a une raison économique à ça. Une raison de temps aussi, on va continuer à creuser, mais bon. Tuya, Konix, Gosound, enfin tout ce qui est dérivé de Tuya, laissez tomber. Attention, je reviendrai quand même dessus, je modérerai mes propos. Tapo, je donnais une formation et puis on m'a dit, tiens, il y a du Tapo, et j'ai dit, let's go. Bien foutu Tapo, c'est de l'appairage en Bluetooth. Mon sujet n'était pas le Bluetooth, c'était le Wi-Fi, donc du coup je suis pas allé voir. Mais je pense qu'il doit y avoir des trucs un peu sympas à faire peut-être. Ça sera le sujet d'une autre conférence, voir si on ne peut pas intercepter vos mots de passe Wi-Fi en Bluetooth. Je pense qu'il y a moyen. En faisant du mind de middle, mais je ne l'ai pas testé encore. Pour l'instant, Tapo tient la route. Xiaomi, laissez-moi quand même modérer mon propos. Ça fonctionne s'il n'y a pas de Bluetooth. La plupart des périphériques maintenant vont se connecter d'abord en Bluetooth et ils vont essayer d'échanger en Bluetooth les clés. Mais vous avez encore des périphériques qui sont vendus sans Bluetooth. On fera un petit guide de ce qu'il faut acheter et ce qu'il ne faut pas acheter. Et ça, je ne sais pas si je le garderai au montage parce que j'ai peur d'avoir des problèmes. Donc, je vous ai dit comment éviter ça. Préférez ce qu'on va appeler des échanges de secrets qui vont être out of band. C'est quand même bizarre d'échanger le mot de passe Wi-Fi sur un canal Wi-Fi, qui en plus est en open. Beaucoup d'intégrateurs ont installé du Bluetooth sur leur périphérique pour éviter ça. On va aussi avoir des QR codes. Vous pouvez scanner le QR code. Non, il n'y a rien.
Des QR codes, c'est vachement rigolo en fait, parce qu'en gros, la clé va être échangée par ici. Ça prouve que la personne a un accès physique au périphérique et ça vient juste maximiser les échanges chiffrés. Et il y a des caméras comme les caméras EFI, elles font un truc super marrant aussi, c'est qu'elles passent par le son. Quand vous voulez brancher vos caméras, elles échangent des informations de type Wi-Fi ou les clés de chiffrement, je pense, en passant par des petits bip. Et en fait, tout ça, c'est juste décodé par le microphone de la caméra ou de la box. Et du coup, ça permet de dériver les clés de chiffrement. Plutôt cool. Sinon, vous pouvez faire, comme beaucoup de gens, avoir des protocoles comme du Zigbee. Au final, si vous faites taper votre réseau Zigbee, vous faites taper votre réseau Zigbee, pas votre réseau Wi-Fi où il y a tout dessus. Vous avez aussi des protocoles comme le Matter qui est en train d'arriver et des protocoles qui sont plus pour de la IoT en mode ville, qui vont être le LoRa. Mais le LoRa, pour information, ça va avoir énormément d'impact dans les prochaines années parce que beaucoup de gens le choisissent de plus en plus pour de l'IoT de manière générale, donc à suivre quand même. J'arrête pas de vous dire depuis tout à l'heure que peut-être que ça marche plus trop, ça. Parce que maintenant on a du Bluetooth, maintenant on a du Matter, maintenant on a du Zigbee, tout ça. Alors le problème, il est là. J'ai pris la première page sur Amazon. Le premier, c'est du Amazon Basics. J'en sais rien. Je ne l'ai pas testé. Le deuxième, c'est une prise connectée seulement en Wi-Fi. Il n'y a donc pas de Bluetooth. C'est basé sur du Touya. Donc je vous garantis que le deuxième résultat sur Amazon, parmi les objets les plus vendus ou les proposés, il y a 200 achetés ce mois-ci, pour info. Donc il y a 200 prises connectées vulnérables x 4 qui ont été vendues ce mois-ci. Donc c'est toujours d'actualité. Et lesquelles? Les Meros, attention, elles devraient être aussi vulnérables. Les dernières, c'est juste de la télécommande, donc bon, ça devrait être vulnérable aussi. Donc c'est toujours d'actualité. Et d'ailleurs, question bête, est-ce que vous, aujourd'hui, vous achèteriez je sais pas, une box Wi-Fi avec que du web? En vrai, si c'est pas cher. Non. Et malheureusement, sur l'IoT, on a encore ce genre de produits qui sont complètement désuets. Le seul truc qu'il suffit de faire, c'est d'en parler comme moi, là, pour pas qu'ils le vendent. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Quand vous achetez des périphériques de type domotique, de type IoT, des fois, vous allez acheter des trucs qui sont vraiment pourris d'un point de vue sécurité. Malheureusement, il y a très peu de puissance de calcul. Ça se comprend que le chiffrement ne soit pas ouf. Ça s'améliore de plus en plus. Mais prenez les devants. Arrêtez de le connecter à votre réseau Wi-Fi classique. Posez une box à côté, achetez un routeur genre Huawei, cadeau, et posez-le sur un réseau Wi-Fi qui n'a rien à voir, un SSID qui n'a rien à voir, bien segmenté, bien isolé, nickel crop. Vérifiez toujours les méthodes d'appairage avant d'offrir des choses à votre famille ou avant de faire acheter des choses à votre famille ou avant d'acheter vous-même. N'allez pas acheter un périphérique qui est que Wi-Fi. Si votre périphérique il est que Wi-Fi, vérifiez que l'appairage, il y a un QR code dessus ou qu'il n'y aurait pas un système avec du son. C'est bête, mais c'est des petits trucs à vérifier. Et moi, maintenant, j'y ferai attention, maintenant que je le sais. Et j'espère vous aussi, parce qu'avant, je ne faisais pas attention. D'une manière générale, c'est jamais une bonne idée d'échanger une clé Wi-Fi sur un canal qui est non chiffré. Il y a une marque, je ne sais plus laquelle, ils ont fait un truc qui était super... Govi. Ils font un truc très rigolo, c'est qu'en fait, au lieu de faire du Wi-Fi open, ils font juste un Wi-Fi en WPA2 avec le mot de passe qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, mais c'est chiffré. On peut quand même l'intercepter et tout, mais c'est chiffré. Et pour rappel, surtout pour Touya, encoder n'est pas chiffré. Si demain vous me stockez un secret en base 64, pour ceux qui ne connaissent pas, le base 64, c'est un encodage. Et du coup, en fait, est-ce que je dois installer de la domotique? Parce que moi, j'ai installé de la domotique à la maison. Alors venez pas essayer de me le péter, et cette année je ne ferai pas leaker mon adresse, parce que j'ai changé d'appart, vous avez compris, vous ne l'aurez pas. Toi, dégage. Donc oui, je peux installer de la domotique, c'est super, je peux installer de l'IoT, c'est génial. Pas n'importe comment, pas n'importe quoi, renseignez-vous sur les marques, renseignez-vous sur les protocoles. On est quand même des professionnels de la sécurité ou de l'informatique de manière générale. On peut creuser les sujets. Essayez de l'isoler au maximum. Je ne vous dis pas d'avoir un pare-feu Palo Alto avec toutes les licences qui sont à jour pour pouvoir isoler. Ça, c'est un peu l'abus. C'est peut-être ce que je suis en train de faire. Mais si c'est isolé, ce n'est pas un problème. La vraie question, et ça c'est le vrai sujet qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est qu'on commence à avoir de plus en plus d'appareils connectés qui sont de moins en moins chers. Quand vous pouvez acheter des capteurs d'hygrométrie, vous pouvez mettre dans des plantes qui coûtent genre 5 balles, qui sont directement connectés à votre réseau Wi-Fi,
qui vous remonte toutes les informations de métriques dans un cloud comme celui de Xiaomi, moi, la vraie question que je me pose, c'est elles deviennent quoi nos données derrière? Quand vous mettez des caméras, je ne dis pas que Fi c'est pas bien, je ne dis pas que Axis c'est pas bien ou d'autres Axis européens. Je dis juste qu'il faut quand même se poser la question maintenant de qu'est-ce qu'on fait de tous ces foutus produits qu'on est en train de mettre dans notre maison? Surtout dans un contexte qui peut être tendu au niveau géopolitique. Surtout qu'on achète des... Et juste le vrai sujet, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de tout connecter? Est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre des interrupteurs connectés de partout? Alors moi, j'ai tout connecté. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de le faire? Et suite à cette conférence, je suis en train de retirer mes interrupteurs connectés, je suis en train de changer toutes les marques que j'ai installées pour être sûr d'avoir des choses qui sont relativement sécures, dans lesquelles je ne mettrai ni moi en danger, ni ma famille, parce que ça pourrait arriver sur un certain niveau de juste avoir un mec qui écoute d'une manière arbitraire, ou quelqu'un qui vous en veut, qui veut vous cibler, qui pourra installer votre mot de passe Wi-Fi d'une manière très simple. Pour finir, nous on y pense en exercice Red Team, on fait beaucoup d'exercices Red Team, et on fait de plus en plus de livraison de colis malveillants. Alors je vous rassure, on ne livre pas des bombes. Bon. En théorie, on ne livre pas des bombes. Par contre, ce qu'on va livrer, c'est des petits chauffe-tasses USB qui sont connectés, des petits cadeaux qui sont connectés, qui sont un petit peu sympas, et quand vous les branchez, c'est un clavier à l'intérieur et ça injecte un styler qu'a développé Maxime et Luc de l'équipe, qui bypass tous les ODR. Le problème qu'il y a, c'est que si on reverse ce périphérique-là, on va voir qu'il y a un truc qui se cache dedans. Mais moi, ce que je me dis, c'est qu'avec cette connaissance, avec ce truc-là, qu'est-ce qui m'empêcherait de faire un cadeau à un de mes clients, de lui offrir une prise connectée, d'attendre juste qu'il la branche, gentiment, de mettre en écoute à côté, et si demain il reverse le périphérique IoT, il verra rien de malveillant, parce que c'est un vrai périphérique IoT. La douille, elle est dans le protocole en lui-même. On peut créer des attaques de type Red Team qui seraient intéressantes comme ça. Il y a peu de chances quand même que quelqu'un écoute votre réseau demain pour essayer de voler votre mot de passe Wi-Fi comme ça. Mais maintenant que c'est public et que tout le monde connaît la façon de le faire, bon. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous. Et la domotique, ça ressemble à ça derrière quand vous l'installez pour info. C'est le bordel. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Est-ce qu'il y a du monde dans... Ouais, super. Rassurez-vous quand même, les protocoles domotiques restent robustes, c'est juste que l'AP et l'EasyMode qui est vraiment suivi par défaut, c'est DOB. Mais derrière, il y a quand même des choses qui tiennent la route dès qu'il y a du chiffrement. Je t'entends pas. Un, deux, ouais. Ah. Vu que tu as beaucoup parlé de Touya, est-ce que tu as étudié Tasmota ou pas du tout? Tasmota, c'est le truc que tu viens flasher justement par de Touya pour faire des bêtises. Non, par contre, je me suis beaucoup basé sur la recherche et sur les trucs autour de la communauté du flash, justement, pour avoir accès aux informations de certaines clés de chiffrement qui sont utilisées et tout ça, mais j'ai pas creusé Tasmota. Ok. C'est juste une question de temps. D'accord. Oui, ça m'intéresse. Très bonne idée. Est-ce qu'il y a une question? J'arrive. 2 questions. Ouais, venez me voir si ça vous intéresse le code source, on verra s'il est en open source ou pas. Ouais, un, deux. Justement, c'était plus un complément par rapport à Tasmota, puisque j'ai fait un petit peu comme toi, j'ai mis des néons partout dans la maison. Mais comme je voulais pas du tout que ce soit en cloud, tout offline, j'ai flashé tous mes périphériques en Tasmota, ce qui fait que le cloud, c'est un Raspberry Pi, quoi. Clairement, alors ça marche pas sur tous les modèles, je crois, de périphériques Touya, il y en a où tu peux pas les flasher si je dis pas de bêtises. Alors ceux que j'ai vus moi, c'est avec des ESP dedans. Ouais. Donc soit les petits, soit les gros, et tout est passé sans problème, quoi. Et l'envoi des clés se fait au flash de l'ESP dedans. L'envoi des clés de Wi-Fi. Les clés Wi-Fi, ouais. Oui. C'est au moment du flash du firmware, en fait. C'est une bonne solution, par contre, tu te doutes, et c'est tout le sujet d'aujourd'hui aussi, c'est que moi, quand je viens offrir à mes parents une prise connectée, je vais pas flasher Tasmota. Ah bah non, parce qu'il leur faut un serveur avec. Voilà. Donc du coup, c'est quand même pour le commun des mortels aussi, mine de rien, ce genre de prise qui peut être embêtant. Mais oui, flasher du Tasmota si vous voulez, passer par des firmware qui sont supportés par la communauté open source. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais ouais, t'as raison, Tasmota, il faut le creuser, c'est intéressant à voir. Et merci pour la précision. Merci.
Sinon, bien Tasmota, mais après vous avez comme aussi des trucs avec des protocoles différents. Zigbee a ses problèmes, on est d'accord. Mais on peut aussi avoir des trucs qui communiquent directement en local, sans avoir des périphériques qui communiquent à la base en cloud, qu'on vient flasher ensuite pour les faire communiquer en local. Mais on est d'accord que ces périphériques-là, Touya, ils sont pas chers et ils sont vachement bien. Ouais. Merci pour ta présentation. Je voulais savoir par rapport aux vulnérabilités que tu as présentées, on est vulnérable que le temps de l'appairage. Oui. Oui, que le temps de l'appairage. Donc c'est un temps limité. C'est un temps limité, mais on peut quand même écouter beaucoup de choses. Je veux dire, ça fait quand même quelques jours. Alors, attention, d'une manière éthique, bien entendu. Ça fait quelques jours que j'écoute l'intégralité de tout le réseau Wi-Fi qu'il y a autour de chez moi. J'ai rien gardé, rien supprimé, rien creusé. Hein. Waouh, on capte de loin certains voisins. Donc oui, on est d'accord. Mais on peut imaginer une surveillance qui est un peu plus intelligente, d'où l'exercice Red Team, de venir cibler une cible à un moment pour l'inciter à venir déclencher ce process d'appairage ou juste d'attendre tranquillement quelques mois. Imaginez Shadow IT dans une entreprise. Si j'ai pensé à ça aussi, c'est que la prise Konix que vous avez vue, pour le SICOM de l'année dernière, je l'ai acheté, je l'ai branché dans le réseau Wi-Fi de Deven6, IoT, pour faire une espèce de lumière qui s'allume quand vous commandez des places. Voilà. Sachez que quand vous commandez une place sur WizEven pour le SICOM, il y a une lumière dans le bureau qui s'allume avec un espèce de phare là, qui tourne dans tous les sens et qui affole tout le monde. Et j'ai mis cette prise Konix. C'est du Shadow IT, c'est pas bien. Là, potentiellement, il aurait pu se passer quelque chose de mal. Il aurait tapé le réseau IoT, on s'en fout. Mais ça aurait pu être un exemple de Shadow IT. Et heureusement, c'est pas arrivé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Top. Ah, merci beaucoup.